Je veux souhaiter la bienvenue à la Maison des sciences de l'homme de Dijon. Alors au nom du président de l'Université de Bourgogne, puisque nous sommes ici sur le campus de l'université. Une Maison des sciences de l'homme, c'est la réunion de 15 laboratoires, l'ensemble des laboratoires de sciences humaines et sociales du grand campus. Donc ça veut dire l'université, plus les partenaires de l'INRA et d'AgroSup notamment, ce qui justifie donc la présence dans la MSH de cette opération d'aujourd'hui. Et une Maison des sciences de l'homme, juste pour vous en dire un mot, c'est une idée qui est apparue dans les années 50, donc ça fait plus de 50 ans que ça a été avancé comme idée. Ça a été avancé par Fernand Braudel, qui à partir de son fief parisien avait vraiment l'impression que les sciences humaines et sociales avaient besoin de sortir du laboratoire et de se décloisonner. Donc c'est la promotion du travail interdisciplinaire, alors déjà entre les disciplines, entre nous, qu'on arrive à se parler entre disciplines différentes, mais aussi à parler avec tout un ensemble d'opérateurs, de partenaires, les gens qui font l'action sociale aujourd'hui. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on est très content de vous accueillir aujourd'hui, puisque c'est une forme de dialogue qui est complètement dans nos missions, de favoriser les rencontres et les dialogues entre des gens qui cherchent dans des laboratoires et des gens qui sont dans l'action, dans l'opérationnalité, et de combiner les deux, pas seulement pour vous faire part de résultats de recherche, mais aussi pour qu'on ait des tas d'échanges sur la façon dont on peut construire les objets de recherche. C'est-à-dire d'identifier ensemble quels sont les enjeux qui nous attendent pour le développement des territoires, pour les années et les décennies à venir. Et c'est dans ce sens-là qu'on accorde vraiment beaucoup d'importance à ce genre d'opération et de journées de dialogue. Alors pour aller un petit peu en termes de remerciements, je crois que d'abord il faut remercier les organisateurs. Il y a le point d'appui sur le programme Trusty, je vais laisser Cécile en parler. Je crois que c'est important aussi de remercier le comité d'organisation parce qu'il y a eu tout un travail de préparation. Donc ça a été fait entre AgroSup, INRA et puis tout un ensemble de partenaires, le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté en premier lieu. C'est important en tant que partenaire et organisateur, c'est important aussi en tant qu'acteur de la journée parce que bien évidemment on est dans un acteur central, on est avec un acteur central de la mise en œuvre de ce genre de politique et de démarche. Et puis deux pays qui ont joué un rôle tout particulier dans la préparation, c'est le pays de Langres et le pays d'Aussois, voilà, où les animatrices ont été très présentes et ça permet d'avoir une préparation qui est une préparation de concert entre des gens qui réfléchissent depuis les laboratoires et depuis les territoires. Après ce mot d'accueil, je voudrais vous dire un petit mot d'introduction. Alors, je ne vais pas aller aussi loin que ce que présente Denis. Je ne vais pas vous donner l'essence de la journée, mais je vais vous faire part, je vais vous donner un point de vue sur ce qui est en train de se passer, du point de vue de l'action territoriale, et des enjeux que rencontre notamment la démarche leader, mais bien au-delà, c'est un petit peu toute la question de l'administration et de l'organisation territoriale aujourd'hui. Donc, c'est une façon de resituer vos débats dans les évolutions qui sont en cours. Alors, le premier point, c'est que si on est à peu près tous persuadés qu'on a des particularités dans le régime d'organisation territoriale en France, en termes d'émiettement, de dimension des collectivités territoriales, ce qui ressort très classiquement, et ce sur quoi on est à peu près tous d'accord, c'est surtout le nombre de collectivités territoriales qui multiplie le nombre d'échelons avec le nombre d'unités territoriales sur chacun des échelons. Si on prend l'ensemble des collectivités territoriales en Europe, la France pèse pour 40% des unités territoriales, alors qu'on ne concerne que 15% de la population de l'Union européenne à 28. Donc on sait bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la rationalisation, en quelque sorte, de la carte territoriale. Donc c'est quelque chose qui est en route depuis longtemps, qui accompagne la démarche de décentralisation depuis 82-83. Et la phase dans laquelle on est, qui est une phase importante, avec la loi NOTRe, et puis en le replaçant au-delà des effets de gouvernement et de majorité, on est dans un mouvement qui semble tendre vers une forme de point d'étiage législatif qui nous donnera une nouvelle composition territoriale avec un nombre réduit de régions, un nombre réduit d'intercommunalités. Et de ce point de vue-là, point de vue de l'analyse économique, on est à peu près tous d'accord pour dire que le changement d'échelle, c'est-à-dire prendre des collectivités territoriales de plus grande ampleur, c'est quelque chose qui doit absolument accompagner la décentralisation. On ne peut pas augmenter les prérogatives des collectivités territoriales sans augmenter leurs moyens et leur capacité d'action. Et donc dans cet ordre de grandeur, la question du périmètre et de l'échelle, elle est bien évidemment importante parce que ça joue sur trois choses en fait en économie publique. La première chose, c'est qu'on a des économies d'échelle proprement dites. Si on augmente la taille, et avec des effets de seuil qui peuvent être importants, si on augmente la taille des collectivités territoriales, on augmente leur capacité d'action, et donc un ensemble d'effets de levier qui peuvent être plus importants que sur des petits périmètres.
Le deuxième point qui est positif, c'est quand on augmente la taille, on augmente aussi, on diminue plutôt, pour le prendre dans l'autre sens, on diminue les externalités spatiales. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'on ait moins de concurrence fiscale, qu'on ait moins de concurrence directe entre les collectivités. On a moins d'effets d'opportunisme aussi, parce que dans certains cas, c'est assez facile de laisser la collectivité voisine se charger des équipements qui jouent un rôle de centralité pour les populations, les entreprises, et puis de ne pas en supporter le coût directement, et que ces usagers soient en quelque sorte des passagers clandestins, des équipements publics qui sont mis en place par les autres. Donc tout ça, ce sont des externalités spatiales qu'on peut réduire en partie quand on augmente les périmètres. Et puis un troisième avantage à l'augmentation des périmètres, c'est d'augmenter en quelque sorte la capacité de transfert et de solidarité entre des composantes qui sont plus hétérogènes. Donc 3 bonnes raisons de faire pour qu'on augmente et qu'on aille vers une carte d'une certaine façon plus rationnelle. En même temps, c'est une évolution qui contient aussi ses contradictions. C'est un petit peu le contraire des principes de la décentralisation, puisqu'on réaugmente la taille des collectivités élémentaires. Et ça pose un problème par rapport au précepte même de la décentralisation, dans le sens où on augmente l'hétérogénéité de chaque collectivité. Et en augmentant l'hétérogénéité de chaque collectivité, c'est plus difficile de satisfaire chacune des composantes d'un territoire. Et en même temps, on s'éloigne des gens qui sont les parties prenantes du développement de chacun des territoires. Donc on est un petit peu dans cette contradiction-là en ce moment, qui ne va pas être simple à gérer. Pour le dire en termes un petit peu imagés, quand on regarde le fonctionnement démocratique des territoires, de toute communauté humaine, quand on regarde la différence entre des petites organisations et des grandes organisations, on peut dire que la somme des minorités est toujours inférieure à la minorité de la somme. C'est-à-dire que quand vous avez des petites entités territoriales qui ont une tendance naturelle à être relativement homogènes, dans le rural on le voit bien, et que vous passez à des entités qui sont beaucoup plus grandes, la somme des minorités dans le premier cas est plus petite que la minorité du grand ensemble qu'on va considérer ensuite. Donc ça, c'est une difficulté majeure en économie publique, c'est-à-dire qu'on a une tension entre la nécessité d'augmenter la taille et la capacité qu'on va avoir à accorder une attention très particulière à l'ensemble des composantes d'un territoire, et donc ce faisant quand on augmente sa dimension. Et dans cette démarche-là, on est en plein dedans, ce qui est en train de se passer à l'avantage, qui est quand même assez considérable, je l'espère en tout cas, de fixer le cadre territorial dans lequel on agit. Donc ça nous donne un cadre d'action et ça nous donne un cadre d'anticipation pour l'avenir qui est intéressant. Le pire, c'est d'avoir des frontières, des limites, des prérogatives qui sont instables et qui donnent beaucoup de difficultés à se projeter dans l'avenir. Donc ça, c'est un point qui est positif et qu'on peut supposer relativement pérenne pour les années à venir. Ce faisant, il y a quelque chose qui reste compliqué, c'est qu'on a du mal. Alors, autant c'est important et sans doute très positif pour l'administration territoriale de la République, comme les lois ATR nous l'ont montré ces dernières décennies, autant c'est plus compliqué quand on passe au niveau du développement. Au niveau du développement, et c'est là où Leader prend toute sa place, c'est qu'on a un autre mouvement qui n'est pas celui de la décentralisation, même s'il y a des correspondances entre les deux, qui est le moment de se dire à chaque fois que l'on veut projeter une image du futur, il est nécessaire d'associer les parties prenantes, les populations, tous les gens qui ont quelque chose à voir avec un territoire, et essayer de bâtir ensemble une vision partagée de ce futur. Et ce faisant, ce n'est pas forcément l'ordre de la rationalité administrative et ce n'est pas non plus l'ordre des grands périmètres de l'action publique. C'est quelque chose qui est d'une autre nature. Et dans ce mouvement-là, il y a eu des expérimentations depuis 30-40 ans. La première, c'est avec les parcs naturels régionaux, après avec les pays, donc 1967, 1975, après 1995, une autre loi sur les pays, et puis Leader, à partir du début des années 90, on va voir ces appréciations-là par les collègues. Prenons tout cela un petit peu comme des expérimentations, et qui en fait, tout se passe comme si ces expérimentations, finalement relativement réussies, au fur et à mesure du constat de leur réussite, elles sont en quelque sorte intégrées par une forme d'institutionnalisation dans l'administration générale des territoires. Donc c'est ce que, me semble-t-il, est en train de se passer pour Leader, c'est-à-dire que le gage de la réussite relative de la démarche Leader, qui a la capacité à bâtir des dispositifs qui sont relativement astucieux sur les territoires, en associant les gens localement avec le GAL, donc avec toute cette logique participative, multi-acteurs, multisectorielle. Enfin, on a un petit peu tous les mots-clés de ce que sont les démarches qui semblent astucieuses aujourd'hui. Cette relative réussite de la démarche Leader fait que dans le mouvement général de recomposition des territoires, il y a une forme d'institutionnalisation. Tout se passe comme si Leader était endogénéisé par les institutions. Et c'est un processus assez classique. Les institutions ont toujours tendance à rejeter leurs composantes qui sont peu efficaces
et intégrer tout ce qui fonctionne bien sur leur marge, même si à certaines époques, ce n'est pas forcément bien vu, ça peut même être décrié. Mais à un moment, on se dit, tiens, c'est intéressant. Et beaucoup d'institutions fonctionnent de cette manière-là. Donc c'est un petit peu la rançon du succès dans laquelle vous êtes pris aujourd'hui, qui nous donne évidemment, me semble-t-il, la nécessité d'autant plus impérieuse d'avancer sur le plan de l'évaluation de cette démarche, parce que dans les dernières phases par lesquelles a été considérée la démarche leader, au-delà de son histoire et des attendus qui ont procédé à sa mise en place, tout se passe un petit peu comme si on avait une sorte de... C'est pas de justification, mais c'est de dire, voilà, on a tous les ingrédients d'une démarche qui est intéressante, on va en faire le pivot méthodologique de la mise en place du deuxième pilier, de l'action du FEADER, etc., sans forcément avoir bien les termes, mis à part quelque chose de très comptable et de très, très extérieur, une véritable évaluation. Alors l'évaluation dans un cadre de ce type-là, elle est très compliquée. On va en avoir des illustrations dans la journée. Elle est très compliquée pour deux raisons. La première, c'est que d'une part, c'est une politique territoriale. Donc ça combine des choses de nature très différente. Et pour discerner à l'intérieur de toutes les interactions ce qui relève spécifiquement de leader, des effets de traitement de leader spécifiquement, c'est très compliqué. On aura des termes d'illustration de ce point de vue-là. Et le deuxième élément qui est très compliqué pour leader, c'est qu'on agit plutôt indirectement sur les processus de développement. On va plutôt favoriser l'apprentissage entre les gens, les interactions, la manière de travailler ensemble, de se faire confiance. Et donc, on est véritablement sur une logique qui est plus cognitive que matérielle. Et l'appréciation des effets qu'on peut en tirer se fait sur le moyen, voire le long terme. Donc l'évaluateur, quand il passe avec ces outils d'évaluation qui ressortent principalement de la statistique nous donne à appréhender ce qui vient de se passer. Il ne nous donne pas les choses sur le temps long. Et donc il y a toute une partie qui échappe. Donc une démarche qui est très compliquée, qui est d'autant plus essentielle que Leader aujourd'hui est devenu une forme de référence méthodologique dans la façon d'appréhender les questions et les dispositifs de développement territorial. Et donc, ce qui donne une très grosse importance à votre journée dans ce temps de dialogue entre des gens qui réfléchissent à la façon d'évaluer et d'appréhender ces évolutions, et puis des gens qui sont dans l'action parce qu'ils l'encadrent depuis des institutions, notamment régionales, et des gens qui sont dans l'égal et qui sont dans les PETR, les pays ou les parcs naturels régionaux, qui ont la charge de la mise en œuvre de ces opérations. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous souhaite une bonne journée, productive, et puis qui permettent d'ouvrir un certain nombre de perspectives, à la fois pour la recherche et pour les acteurs de terrain. Voilà, bonne journée à vous tous et merci.